Très bien les gars, bon lundi à tous. Écoutez, je vais vous dire, ça va être un épisode très marrant, très marrant aujourd'hui. Quand j'ai commencé la série Becoming Brigitte, je n'aurais jamais pu m'imaginer qu'elle puisse mettre fin à elle seule à la 5e République française. Je suis honnête avec vous, je l'aurais jamais imaginé, mais je pense réellement les gars que nous avons brisé la France en deux. Je veux dire, vu l'aveu extraordinaire du premier couple de France ce matin, selon lequel Brigitte et Emmanuel auraient engagé un ancien procureur fédéral américain pour enquêter sur moi. Ouais, c'est complètement dingue. Et juste au passage, ils l'ont engagé avant même de me poursuivre en justice. Et je vais vous en dire un peu plus dans un instant. Je suis complètement secouée, je suis complètement remuée. J'en sais rien, je me pose des questions du genre, est-ce que vous pensez qu'ils ont envoyé des gens fouiller dans mes poubelles ? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer, les gars? Revenons-en à nos moutons, et bienvenue sur Candace. Écoutez les gars, la matinée que j'ai eue a été complètement dingue, comme toutes mes matinées d'ailleurs, mais il semblerait que j'ai vraiment pas le droit d'être tranquille. J'ai reçu un email, ou plutôt je devrais dire Mitchell a reçu un email du Financial Times ce matin. Vous savez, c'est le journal qui a été choisi par Brigitte et Emmanuel lorsqu'ils ont décidé d'annoncer en grande pompe la plainte qu'ils ont portée contre moi avant même que moi j'en sois notifiée. Ils se sont dit c'est une bonne idée, nous allons montrer tout au Financial Times, tout ce que nous allons lui signifier, de façon à ce qu'ils puissent anticiper et déjà préparer l'article. C'est très Blake Lively, c'est très opération de relations publiques, non? Bref, je vais pas vous le lire en entier, en revanche je vais le poster sur mon site en entier, donc si vous voulez lire exactement ce qu'ils ont dit à Mitchell, nous allons parcourir un petit peu ensemble. Donc voici l'article, on peut y lire « Bonjour Mitchell, salut Mitchell, je travaille sur un article concernant Candace Owens que j'aimerais lui soumettre pour commentaire. Nous prévoyons de signaler que les avocats d'Emmanuel et Brigitte Macron ont engagé des enquêteurs pour mener des recherches sur Candace avant de porter plainte contre elle dans le Delaware le mois dernier. Ces recherches ont permis d'établir des liens politiques, notamment avec des personnalités d'extrême droite françaises, ainsi que sa popularité dans les médias d'État russes. La mission de l'enquêteur était de documenter les déclarations potentiellement diffamatoires et de détailler le parcours et le profil de Candace à partir d'informations accessibles au public. Nous prévoyons donc de rapporter certaines des conclusions des enquêteurs, notamment que fin 2023, Xavier Poussard, l'ancien rédacteur en chef de Faits et Documents, a répandu l'idée que Madame Macron était née de sexe masculin. Candace entretient des liens avec la politicienne d'extrême droite française Marion Maréchal, la nièce de la dirigeante d'extrême droite française Marine Le Pen. Candace était l'oratrice principale de la conférence de la Convention de 2019 de la droite, la conférence de la droite à Paris, organisée par des organisations d'extrême droite et nationalistes proches de Madame Maréchal. Donc franchement, ma réaction à chaud là-dessus, c'est juste tellement incroyable. Je parle partout. J'ai participé à des centaines et des centaines d'événements. J'ai parlé en Hongrie, j'ai parlé au Royaume-Uni. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari quand je faisais un truc au Royaume-Uni. Et maintenant, ils disent que leur preuve, c'est qu'ils ont remarqué que j'étais intervenue à Paris une fois. Et que la nièce de Marine Le Pen avait également pris la parole lors de cet événement. Donc là, ils ont la preuve de quelque chose, de toute évidence. C'est quand même extraordinaire, 2 personnalités politiques qui s'expriment au même endroit. Et c'est quoi la suite? CIPAC, elle est intervenue à CIPAC, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont intervenues dans la conférence CIPAC, donc il y a forcément quelque chose. Et ensuite, ils ont utilisé cet email pour établir un lien étroit, pour m'emmener jusqu'en Russie. Et on y reviendra dans un instant, mais là, c'est mon passage préféré. Là, ils disent « L'ancien leader du parti réformiste britannique Nigel Farage aurait été l'un des invités d'honneur au mariage de Candace avec son mari George Farmer. » Franchement, j'arrive même pas à les suivre. J'ai pas compris pourquoi ce pauvre gars avait été mêlé à toute cette histoire. Peut-être que j'ai oublié de vous dire que mon mari était britannique. C'est donc possible qu'il ait quelques liens politiques en Angleterre, notamment du fait que je l'ai rencontré lors d'un événement politique. Et donc ensuite ils poursuivent. L'enquête a mis en évidence ses liens avec Tucker Carlson, qui l'a interviewé en ligne, et notamment sur ses posts qui soutiennent les frères Andrew et Tristan Tate. Au vu de ces liens, il est clair que Candace est proche d'un groupe de personnalités politiques de droite. Oh quelle enquête! C'est vraiment, alors ça c'est une information, breaking news, attention! Juste pour être clair les gars, je suis de droite, Je suis de droite, et j'ai des relations avec des gens de droite, en effet. Ça fait un moment que je fais de la politique, donc il s'avère que j'ai des liens avec d'autres personnalités politiques de droite, notamment. Franchement, c'est un courriel, mais stupéfiant qu'ils m'ont envoyé là. Et enfin, ils disent que sur YouTube, dans une vidéo d'avril 2024, Xavier Poussard affirme avoir traduit son travail sur Madame Macron en anglais et l'avoir envoyé à Candace,
et à d'autres personnes, et il dit dans cette vidéo, je cite, « Je pense qu'elle ne savait absolument rien sur Brigitte un mois auparavant, et puis soudain, elle s'est chargée de l'affaire. » Eh bien, nous y voilà. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle j'ai accepté l'affaire. Bref, ils publient l'article, comme ils le font toujours, ils me donnent juste quelques courtes heures pour répondre, et ils publient l'article. Le gros titre ici est juste dingue. Il faut quand même prendre un moment pour se rendre compte à quel point ce titre est insensé. Macron, oui, les gars, le président de la France, le dirigeant de la France, un chef d'État. Macron a engagé des enquêteurs pour faire des recherches sur l'influenceuse américaine Candace Owens. Je vous assure, je vais imprimer ça. Non, je vais même avoir une copie originale et je vais le faire encadrer. Parce que c'est juste, mais c'est quoi ce truc? Rien que le titre, il est dingue. Mais les détails qu'ils sous-entendent sont encore plus dingues. Pour commencer, ils nous disent qui ils ont embauché. Je cite. L'enquête menée par un cabinet américain, Nardello & Co, a été réalisée avant que le président et la première dame de France n'engagent leur action en justice contre Owens le mois dernier. Je cite, « Les Macron ont intenté cette action en justice, sachant parfaitement avec qui Owens est lié », a déclaré Dan Nardello, le président exécutif de Nardello & Co et l'ancien procureur fédéral de New York. Ok, donc commençons par là. Qui est Dan Nardello? On nous dit que c'est un ancien procureur fédéral de New York. Ok, un procureur. Ce qui veut dire que c'est pas de la petite monnaie, les gars, celui-là. Hein. C'est pas un petit imbécile du coin, c'est un ancien procureur fédéral qui a créé un cabinet d'enquête. Et quand on va sur son site internet, on s'aperçoit qu'il est impliqué dans des affaires assez graves. Skyler, est-ce qu'on peut afficher ce qu'on a trouvé sur lui? On a quelques extraits, notamment sous la section affaires représentatives. On nous dit notamment qu'il s'est occupé de l'affaire FTX, de Sam Fried, tout ce scandale-là. Il a été créé suite à la faillite retentissante de FTX. Dan et son équipe ont été engagés par le nouveau PDG de l'entreprise pour mener l'enquête mondiale visant à récupérer les actifs de FTX pour les créanciers. Il nous est également dit que Nardello & Co continue de soutenir la nouvelle direction de FTX et les avocats externes dans l'examen des créanciers et des soumissionnaires ainsi que dans d'autres litiges liés à la procédure de faillite. Oui, ce Sam qui a fait de la prison, qui est en prison actuellement, c'est dans cela qu'il est impliqué. Ok, très bien. On nous apprend ensuite dans une autre affaire dans laquelle il est impliqué, nommé par le gouvernement d'Abu Dhabi en tant qu'enquêteur indépendant sur les allégations de pratiques de travail abusives hors de la construction du campus de l'Université de New York à Abu Dhabi. Ok, donc pour être clair, le gouvernement d'Abu Dhabi a donc contacté cet enquêteur et lui a dit « Nous avons besoin de vous engager parce que nous sommes en difficulté ». On parle là d'affaires de niveau gouvernemental. Il a donc été nommé, Dan, comme enquêteur indépendant pour résoudre les conflits nés de l'accord entre l'État de New York et les principaux fabricants de tabac. Donc encore une fois, il intervient dans une affaire au nom de l'État pour s'en prendre aux fabricants de tabac. Les gars, c'est une industrie qui pèse des milliards de dollars. Et puis au milieu de tout ça, il y a moi. Et d'une façon qui m'échappe complètement, le président de la France a dit ça, c'est un gars qu'il faut engager, c'est la personne appropriée pour la traquer. C'est un gars très très sérieux, hein. Vous pouvez voir que ça c'est une photo de Dan Nardello. Non mais vous pouvez voir à quel point il a l'air sérieux, hein, avec il a carrément une loupe dans les mains. C'est un peu le Sherlock Holmes des temps modernes. je plaisante. Je me moque pas, mais bon, je veux dire, bon, c'est quand même un peu drôle, il est là, avec sa petite lampe. Franchement, c'est complètement dingue. Et je peux juste m'imaginer être Dan Nardello et aller jusqu'au bout de cette histoire. Et nous allons aller au bout de ce qu'il a découvert, mais je pense qu'au fond de lui, il sait que ce couple est complètement dingue. Il doit bien réaliser à quel point ce couple a les boules. Pardon. Mauvais choix de mots. Bon, bref. Ailleurs, dans l'article du Financial Times, leur avocat, celui qui se promène sur CNN pour défendre leur client, pour défendre son client, admet la raison, parce que on se pose tous la question, qu'est-ce qui pourrait bien pousser un dirigeant d'un pays à intenter une telle action en justice? Faut vraiment être fou. Et Tom Clark reconnaît dans cet article la raison même de leur effort extraordinaire pour intenter une action en justice. Rappelons quand même que ce sont des pionniers en la matière, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Leur décision d'intenter une action en justice était en partie motivée par les désirs des Macron de comprendre pourquoi un podcasteur conservateur américain s'était intéressé à eux. » Ok.
C'est ça? C'est ça la raison? Vous vous dites simplement que ça n'a absolument aucun sens qu'une podcasteuse américaine puisse s'intéresser à ça. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous intentez une action en justice parce que vous êtes complètement paranoïaque et que vous pensez tout simplement pas que ce soit naturel qu'on puisse avoir envie d'investiguer sur ce sujet. Encore une fois, je suis désolée, mais ça me renvoie à l'histoire de Blake Lively, où les gens ne pensent pas que de telles motivations puissent être justifiables. Et ça montre, encore une fois, le contrôle qu'ils ont sur les médias d'État. Ils sont simplement choqués que quelqu'un de l'extérieur puisse simplement s'intéresser à cette affaire, qui est pourtant tellement intéressante. Alors ils se disent, non, ça doit être, bon, ça c'est une histoire, ça c'est la Russie, ça. C'est forcément la Russie, de toute façon il y a rien d'autre, les gars, franchement, réveillez-vous, mais on se réveille là. Je sais qu'on est en début de semaine, mais je vous le dis, c'est toujours la Russie. Maintenant, en ce qui concerne la collusion russe, n'est-ce pas, le Financial Times rapporte, et je cite, « Les enquêteurs ont découvert qu'après la diffusion de la série Becoming Bridget d'Owens, des médias d'État russes en ont parlé. Ce sujet a notamment été abordé dans la chaîne Tsargrad, dirigée par Konstantin Malofev. Les chercheurs ont qualifié d'un allié pour le président russe Vladimir Poutine. Ils ont également découvert que la chaîne russe RT avait publié plus de 30 articles sur Owens depuis 2018. Ils n'ont trouvé aucune évidence, aucune preuve qu'Owens ait rencontré des responsables russes ou des personnalités des médias d'État, ni même qu'il y ait eu des liens personnels ou professionnels directs avec la Russie. Cependant, Owens a interagi sur les réseaux sociaux avec Alexander Dugin, un nationaliste et philosophe russe. L'enquêteur a notamment rapporté qu'ils avaient partagé leurs publications respectives à plusieurs reprises. Franchement, il faut qu'on ralentisse parce que là, je vous dis que c'est un cas de folie clinique rare. Franchement, je vais vous dire, à un certain niveau, on peut même dire que ça inspire le respect. RT, qui est une publication massive, peut-être la plus importante en Russie. Donc leur preuve absolue, c'est que une personnalité politique américaine a été évoquée ou on a tweeté sur elle, sur RT, 30 fois sur une période de 7 ans. Bon, je vous dis, c'est ça. Peut-être on a parlé de moi 10 fois le même jour. C'est peut-être parce que, j'en sais rien, ils ont dit que Kanye et moi, on avait porté, vous savez, les t-shirts White Lives Matters, les vies des blancs comptent. Ils donnent aucun détail sur le fond en fait de ces articles. Peut-être que quand ils ont parlé de moi, c'était tout simplement pour dire que Kanye West et moi, nous avions porté le même t-shirt White Lives Matters à Paris d'ailleurs. Et peut-être qu'ils ont oublié de le mentionner dans l'article. Ouh là 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 là. Que vous avez exploré le lien que j'ai avec Kanye West. Non, vraiment, posez-vous la question. Pourquoi portions-nous ces mêmes t-shirts White Lives Matter? Nous étions ensemble à un défilé de mode à Paris. Posez-vous les bonnes questions, parce que je sais qu'en ce moment, il y a le palais de l'Élysée qui est en train de me regarder, et là, ils se disent, oh, nous avions complètement oublié l'affaire White Lives Matter. Oh, c'est complètement fou. Mais bon, il n'y a pas de contexte. Ce que j'essaie de dire, c'est que peut-être que pendant ces 7 ans, en une seule journée, ils ont tweeté un certain nombre de fois, peut-être même sur cette affaire, en fait. Ils ne nous donnent aucun contexte. C'est peut-être parce que, je sais pas, parce que Trump, à un moment donné, a parlé de moi. Parce que j'ai rencontré Trump. Donc, c'était peut-être le contexte de leur couverture. Non, ils s'embarrassent pas de ça. Ils disent juste, non. Sachez que 30 fois, RT a couvert Candace. 30 fois. Et je vous assure que c'est complètement normal, en fait. Si vous regardez d'autres publications en France, probablement ont-ils parlé de moi un nombre similaire de fois en 7 ans, compte tenu des choses dans lesquelles j'ai été impliquée. Et puis ensuite, ils passent à un autre sujet, et franchement, j'admire les efforts. Ils font quand même des efforts. Là, ils ne disent pas combien de fois, mais ils disent, ce philosophe politique russe, Alexander Dugin, Candace et lui ont tweeté ensemble à plusieurs reprises. Les gars, vous voulez savoir combien de fois? Parce que j'ai demandé à Skyler de vérifier ce matin. Il suffit de faire une petite recherche rapide sur X. Combien de fois j'ai tweeté Alexander Dugin? Plusieurs fois. 2 fois. 2 fois. J'ai un total de plus de 12 700 tweets sur Twitter. Et 2 fois avant ce matin, j'ai retweeté et commenté quelque chose d'Alexander Dugin. Donc, si on fait le calcul mathématiquement, ça représente environ 0,0000000 quelque chose, 0% des fois où j'ai tweeté Alexander Dugin.
Mais apparemment, c'est la preuve de quelque chose, je sais pas quoi. Hein. Pourquoi Candace lui avoir envoyé 2 tweets sur tes plus de 12 700 tweets? Ah ah! Et encore une fois, aucun contexte. Et au fait, c'est très récent, hein, les 2 fois où je l'ai tweeté. C'est parce qu'il pensait avoir posté quelque chose de très drôle sur le fait qu'il avait regardé ma série de Brigitte. Et puis, bref, il a posté quelque chose et je crois que c'est à ce moment-là que je l'ai vu et que je l'ai retweeté et que j'ai fait un commentaire. C'est vraiment incroyable. Encore une fois, c'est ce que font les journalistes. Ils ne donnent aucun contexte. Ils sont là, oh, la Russie, la Russie, la Russie. Oh, une fois, elle a même survolé en avion par-dessus la Russie. En fait, le cabinet nous a rapporté que Candace avait effectivement survolé la Russie une fois. Bien sûr, elle ne s'est jamais arrêtée en Russie, mais non. Il est évident, bon, qu'elle a aucune connexion avec qui que ce soit là-bas. On a fait l'enquête, elle ne travaille pas là-bas, elle n'a aucun lien, elle ne prend pas d'argent de ces gens-là. Mais bon, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on ait réussi à vous embrouiller avec toute cette histoire. 30 retransmissions, ça veut dire quelque chose. Maintenant, en ce qui concerne cette non-existante collusion et la France, eh ben évidemment, on en revient à Marion Maréchal. On peut lire: les enquêteurs ont également découvert qu'Owens avait des liens avec la politicienne d'extrême droite française Marion Maréchal, nièce de la dirigeante d'extrême droite française Marine Le Pen. Maréchal ne fait plus partie du parti nationaliste de Le Pen, ayant rejoint un parti rival. Elle n'est donc même plus avec Marine Le Pen, qui défend des positions plus dures sur l'immigration et les questions sociales. Mais, et là il faut savoir quelque chose de très important, Owens était l'orateur principal de la convention de 2019 sur la conférence de droite organisée à Paris, organisée précisément par les organisations d'extrême droite et nationalistes proches de Maréchal. Elle a également pris la parole lors de cet événement. Et Owens et Maréchal ont également posté l'une sur l'autre sur les réseaux sociaux, sur X, comme l'ont découvert les enquêteurs. Ok, donc pour résumer, j'ai parlé dans le cadre d'une conférence à laquelle assistait également Marion Maréchal en 2019, et Marion Maréchal est la nièce de la principale rivale d'Emmanuel Macron, mais bon, il semblerait maintenant qu'elle soit aussi la propre rivale de sa tante, puisque apparemment elle a carrément rejoint un nouveau parti. C'est complètement dingue, et les gars, franchement, si vous arrivez pas à suivre, peu importe. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est ça qu'ils veulent, c'est que 1 plus 1 font 8746. Et ils ont découvert, et bien entendu tout cela toujours sans aucun contexte, qu'effectivement ce jour-là, j'ai tweeté à propos de Marion Maréchal, probablement parce que c'est le jour où je l'ai rencontrée. On parle de trucs complètement standards, banals en fait, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Et pourtant, c'est ce qu'ils vont mettre dans leur rapport. Mais mon passage préféré de cet article, parce que vraiment ils essaient. Et c'est parce que, franchement, avec qui ça va prendre cette histoire? Ça prend pas. Bref, ils écrivent: l'enquête a également souligné les critiques en ligne d'Owens à l'encontre du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le qualifiant notamment, je cite, de sociopathe assassin et comme l'accro au crack du quartier. Ok, admettez, c'est marrant. Franchement, la seule chose que je regrette avoir dite, c'est d'avoir dit que c'était un sociopathe et non pas un psychopathe. Et je maintiens, ouais, continue à venir en Amérique comme ça, avec les bras grands ouverts, et on va commencer à te traiter la reine de l'aide sociale. Hein. Il est évident que tu ne peux pas faire la guerre sans l'argent des États-Unis. Et si tu viens ici à chaque fois avec ton petit costume, là, les bras grands ouverts, on va finir par te surnommer Vladimir la reine de l'aide sociale. Hein. Franchement, c'est de bonne guerre. Et vous trouvez pas ça surprenant, Brigitte, que le président d'Ukraine ne me poursuive pas pour avoir dit ça? Parce que c'est quand même bizarre, il semblerait que je critique les gens quand j'en ai envie, finalement. Donc s'il va commencer à interpeller les gens, parce que bien sûr j'humorise ici, mais c'est pas que vous soyez critiqués, c'est que vous ayez engagé un cabinet qui enquête sur moi, depuis Dieu sait combien de temps, avant même que toute cette histoire commence, avant le procès. Vous avez engagé des gens hyper importants pour me poursuivre, pour notamment déterminer si je travaillais avec quelqu'un de caché. Et la réponse avec laquelle ils sont sortis, et faites attention parce que là, il va y avoir beaucoup de mots compliqués, la réponse c'est non. Non, comme dans ça vous aidera pas du tout dans vos poursuites en fait. Ils ont fait venir les big guys, hein, et puis ils se sont dit, est-ce que cette partie-là, ça signifierait pas que Candace travaillait avec la Russie? Bah non, en fait, non, pas du tout. Et pourtant, nous avons produit ce rapport de la part ou pour le compte de l'État français. Donc il y a quand même 2-3 choses que j'aimerais dire ici. En quoi ce n'est pas un cas de maladie mentale? Franchement, je connais pas bien la loi française, mais comment se fait-il qu'on ne soit pas obligé de les placer en psychiatrie
Est-ce que tout ça ne vous fait pas penser que peut-être on devrait l'obliger à aller en cure de désintoxication? Là, on parle clairement d'une maladie mentale visible. On imagine Brigitte, oh là là, oh Emmanuel, les ombres sur les murs, je les vois, elles sont réelles, Candace va venir me chercher, elle va venir me chercher. Là, tu te souviens, en 2019, oh là là, tu te souviens quand elle a porté le t-shirt White Lives Matter? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Est-ce que vous imaginez que c'est un pays qui me fait ça? Je suis littéralement une maman qui a mené toute cette enquête, qui a réalisé cette série d'articles alors que j'étais enceinte dans mon sous-sol. Une autre question importante, qui paye pour tout ça? Est-ce que c'est le peuple français? Allez-vous nous faire croire que vous sortez l'argent là de votre poche? Peut-être vous allez prendre l'avion en écho, que vous allez payer le billet vous-même pour venir faire acte de présence dans le cadre de ce procès? Je pose vraiment la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le peuple français qui va payer pour tout ça? Est-ce que vous croyez vraiment, les gars, qu'Emmanuel et Brigitte sortent l'argent de leur poche? Est-ce que vous avez seulement la moindre idée des frais que ça représente d'embaucher quelqu'un comme Nardello? Oubliez pas, il a quand même une loupe, hein. Ce gars, il plaisante pas, hein. Franchement, je veux savoir. Pardonnez-moi, je crois que j'ai mal prononcé son nom. C'est Dan Nardello et non pas Bardello. Bref. Et je veux savoir combien ce gars a été payé. Je veux savoir parce que je vais vous dire, moi, je vais peut-être commencer une nouvelle carrière. Je vais me reconvertir, hein. Parce que concrètement, tout ce qu'il a fait, c'est fouiller dans mes tweets. Ok? Brigitte, il est tellement vieux qu'il réalise pas à quel point c'est très facile de faire ça. J'ai demandé à Skyler de le faire ce matin. T'as vraiment pas besoin, je te le dis, d'engager une entreprise pour fouiller les tweets de quelqu'un et ensuite te les remettre pour essayer de faire une connexion totalement galactique, pour essayer de faire croire que quelque chose se passe et que les murs de l'État sont en train de s'effondrer. Franchement, je te le dis, j'aurais pu faire ça pour toi gratuitement. Je veux ce travail, je veux ce job parce que je sais qu'il te fait payer un bras. Parce que si tu me regardes, Dan, si tu me regardes, regarde-moi. Je sais que tu me regardes, certainement que tu me regardes parce que t'es peut-être encore en train d'enquêter pour eux. Fais quelque chose pour moi, essaie de m'embaucher, mets-moi sur l'affaire, je t'en supplie. Je vais les rendre complètement fous. T'inquiète pas que j'ai de quoi les rendre encore plus parano, hein. Je vais commencer à mettre de la sauce à la russe dans ma salade verte, par exemple, sans prévenir personne. Et alors ils vont se dire, oh là là, on dirait qu'elle met de plus en plus de sauce sur sa salade, de la sauce russe tous les jours sur sa salade. Avant, elle mettait pas de la sauce russe, c'était de la sauce César. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire, Candace? Oh, je suis juste en train de m'assaisonner une petite collusion russe, bébé. Ok, on a un deal, tu me contactes, et ensemble, on va comploter. On va représenter l'Amérique gang. On va se tenir au bord du gouffre et on va être gang tous les deux, ok? Parce que je suis sérieuse, hein, je veux participer à cette enquête. J'ai vraiment l'impression que Brigitte ne comprend pas du tout mon personnage. Brigitte n'apprécie pas vraiment mon honnêteté. Vraiment, Brigitte, t'avais pas besoin de franchir tous ces obstacles pour déterminer ce qui a inspiré une Américaine comme moi à s'impliquer dans cette série, hein. Franchement, si tu me connaissais, t'aurais pu juste me poser la question, je te l'aurais dit, hein. Je t'aurais donné la raison, hein. Je te l'aurais dit, viens par ici, Brigitte, viens, l'Élysée Palace, le palace de l'Élysée, le palais de l'Élysée, les assistants, tout le monde. Venez voir. Je vais vous dire, il y a une raison très claire, très convaincante pour laquelle je me suis effectivement investie dans cette histoire. Et c'est probablement quelque chose que vous ignorez totalement en France. Vous avez raison, c'est quelque chose d'autre en dehors du cercle français. C'est donc une personne, et cette personne, c'est Latarian Milton. Et pour ceux d'entre vous qui regardez cette série et qui suivent l'actualité internationale, peut-être que ça vous parle pas de savoir qui est Latarian Milton, ou en tout cas qui il a été, mais c'était le héros de 7 ans dont l'Amérique ignorait avoir besoin. Ok, c'était un gamin de 7 ans qui a en quelque sorte volé une voiture et qui a fait sensation aux États-Unis quand les journalistes l'ont interviewé pour savoir ce qui l'avait motivé à faire un tel acte. Et j'aimerais présenter le petit Latarian Milton de 7 ans à la France et au monde entier. Écoutez bien. Latarian Milton n'est pas un enfant de 7 ans comme les autres. Rares sont ceux de son âge qui ont déjà conduit un SUV dans les rues animées des États-Unis. Tout a commencé dans la maison de ville de sa mère. Latarian raconte qu'il a pris les clés de la voiture et qu'il est monté dans le Dodge Durango de sa grand-mère. Quand je suis rentrée par derrière, j'ai vu sur le comptoir que mes clés avaient disparu. Ouais, moi j'ai pris la voiture de ma grand-mère parce que j'étais en colère contre ma mère. Et puis il y a un ami qui est rentré, puis il s'est mis à fumer des cigarettes. Il a donc démarré et enclenché une vitesse. Ouais, j'ai tiré tu sais le truc là, et puis pouf, c'est parti. Et voilà ce qui s'est passé, 2 enfants de 7 ans seuls sur la route. Latarian a parcouru plusieurs kilomètres à travers Lake Park jusqu'à Palm Beach Gardens. Ouais, on a reçu l'appel dont je vous ai parlé, celui d'un conducteur qui semblait trop petit pour voir par-dessus. En chemin, il a écrasé 2 boîtes aux lettres, persécuté 2 voitures garées sur le parking d'un Costco et percuté 2 voitures en mouvement près de Walmart. Bah ouais, moi je voulais le faire parce que c'est amusant. C'est amusant de faire des bêtises. Je veux dire, de percuter une voiture, c'est drôle quoi. Mais est-ce que tu savais que tu pouvais tuer quelqu'un en faisant ça? Ouais, mais je voulais quand même faire un truc marrant avec mes amis quoi.
Brigitte, c'est juste là. Juste à la fin. Voilà, tu as la raison claire et convaincante pour laquelle je me suis impliquée dans cette affaire. Parce que c'est amusant de faire des bêtises. Puis quand t'as commencé à dire que personne ne pouvait parler de cette affaire, que tu as commencé à t'en prendre aux journalistes, là je me suis dit, je sais pas, ça me donne carrément envie, je crois que je vais faire des trucs un peu dingos, j'ai envie de faire des bêtises. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici, Brigitte. On est en train de s'amuser avec nos amis à déterrer toute ton histoire. Vous pouvez me faire prêter serment, hein, je témoignerai. Je vais vous témoigner sous serment que personne d'autre n'était impliqué dans ma décision de commencer cette affaire que ce petit Latarian Milton, qui nous a dit que c'était acceptable. Parce que c'est eux aux États-Unis qui ont rendu ça acceptable, n'est-ce pas? De rendre acceptable de faire des bêtises parce qu'on a envie de faire des bêtises. Voilà clairement ce qui s'est passé, Brigitte, et j'espère sincèrement que cela clarifie les choses. Et que vous pourrez peut-être dépenser un peu moins d'argent pour aller au fond des choses. Je veux juste vous donner un petit coup de pouce, moi, vous savez. Et enfin, les gars, je voudrais vous faire savoir que le FT, le Financial Times, et évidemment, parce que c'est ce que font les médias, n'est-ce pas? Ils sont juste horribles. Et franchement, je vous dis, j'aimais bien, il fut un temps où j'aimais bien Financial Times. Mais ils sont arrivés à un point où ils sont tellement maintenant impliqués dans cette affaire, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils ont des liens avec son équipe de relations publiques. Et le journaliste Kay Wiggins travaillait sur cette affaire depuis au moins une semaine. Et voilà qu'elle vient nous voir ce matin, qu'elle nous donne juste quelques heures pour répondre. Elle nous donne vraiment une deadline hyper short parce que tu comprends, elle doit absolument publier son article avant midi. Ce que Kate Wiggins nous a dit, elle nous a littéralement donné cette deadline impossible à respecter et pourtant nous lui avons donné une déclaration complète. Et j'ai bien précisé, je veux m'assurer que vous lisiez et que vous publiiez ma déclaration dans son intégralité. Évidemment, elle ne l'a pas fait, elle ne l'a pas publié, elle n'en a publié qu'une partie parce que le but était clairement ici de frapper fort Candace Owens en prétendant que j'ai un lien avec la Russie plutôt que de présenter un petit peu plus de logique auprès de votre public. Donc j'aimerais pouvoir lire ma déclaration dans son intégralité. C'est la déclaration que nous leur avons communiquée et je vais la lire. Il est écrit, en ce qui concerne Brigitte Macron, le fait d'avoir abusé d'Emmanuel et ensuite imputé la responsabilité à la Russie est une pratique regrettable et sinistre. Le monde a récemment assisté à l'agression physique d'Emmanuel Macron par Brigitte. Le palais présidentiel a d'abord nié l'agression télévisée, l'attribuant plutôt à la désinformation russe. Cette stratégie est bien connue sous le nom de gaslighting psychologique. Brigitte Macron a encore une fois été prise sur le vif. Et entre avocats, relations publiques internationales et enquêteurs, le couple dépense de l'argent pour apaiser la paranoïa liée à son passé. Combien d'argent a été dépensé pour déterminer que sur un total de 12 704 tweets, j'ai 2 fois retweeté un philosophe russe? Ou encore que, parmi des centaines de conférences à travers le monde, j'ai une fois pris la parole dans le cadre d'une conférence à Paris avec Marion Maréchal. Brigitte présente des symptômes de maladie mentale compromettent gravement la fonction de son mari. Comme Le Monde l'a vu dans la vidéo de l'avion, Emmanuel Macron est actuellement victime de violences conjugales. Tout le monde à travers le monde entier devrait prier pour le président Macron. Il est victime de cette folie depuis toujours et n'a jamais eu le pouvoir, dans sa relation, de la faire cesser. Et c'est la vérité, j'ai réalisé, je regarde cette situation et je me dis que Brigitte l'a probablement forcé à faire ça comme elle l'a forcé à faire tout le reste. Et ce procès, parce que nous avons reçu notre première estimation ce week-end de la part d'une équipe juridique pour savoir combien ce procès allait coûter, ça va nous coûter des millions de dollars. Et j'ai pas cet argent, vraiment pas. Alors je me suis dit que peut-être on pourrait commencer à vendre des t-shirts. Et franchement, si vous regardez cette série, si vous l'appréciez, que vous souhaitez soutenir d'une façon ou d'une autre ce procès, vous pouvez vous rendre sur candaceowens.com. Nous allons vendre des articles Free Emmanuel, Libéré Emmanuel. On va vous montrer dans un instant ces t-shirts, mais je pense vraiment, faut être honnête, hein, il faut vraiment libérer Emmanuel. Parce que franchement, il est indéniable de dire aujourd'hui qu'il est encore une fois victimisé, qu'il est terrorisé par la personne qui le persécute depuis sa jeunesse. Ok, les t-shirts sont là, Free Emmanuel, Libéré Emmanuel. Je plaisante pas, l'estimation qu'on a eue c'est plusieurs millions de dollars et je vais aller jusqu'au bout. On n'a pas le choix que d'aller jusqu'au bout. C'est complètement dingue et maintenant on a compris. Ce qui motive tout ça, c'est de la pure paranoïa. On est en train de réaliser qu'Emmanuel fait tout simplement tout ce que Brigitte lui dit de faire. Il est obligé de le faire parce que sinon elle va lui en mettre une. Hein. Et Brigitte, elle était sûrement là. Oh, tu m'énerves, hein, oh là 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 là, Emmanuel. T'as plutôt intérêt de t'en prendre à Candace et les Américains, hein, je te le dis. Hein. C'est très bien que c'est réel. Hein. Regarde toutes ces ombres sur le mur. Elle va venir me chercher. Il faut vraiment libérer Emmanuel. Emmanuel, je m'adresse à vous. Si vous avez le droit de vous cacher dans un petit coin, que là, vous êtes juste à côté de Brigitte, vous êtes sur votre téléphone, vous regardez la série, on va vous venir en aide, on va vous sauver.
Ok, bon les gars, je vais vous dire encore un truc à propos de cette histoire qui m'avait pas vraiment frappé et ça m'échappe pourquoi. Comme vous vous en doutez, je me suis un peu replongée dans la série Becoming Bridget parce qu'ils me poursuivent en justice et je veux m'assurer de bien comprendre leurs arguments et de les comparer au reportage de Xavier Poussard. Il y a carrément un élément qui m'a échappé. Et en discutant avec Xavier de ce procès, il me disait ce qui est fou, c'est qu'il présente comme preuve dans le procès des photos dont on sait qu'elles sont fausses. Et il n'arrêtait pas de faire référence à cette photo originale du Daily Mail, les photos qui m'avaient intéressée à toutes ces affaires. Vous savez, cette fameuse photo de famille d'Amiens de 1953 qui représente les Trogneux. Et il me disait, on sait maintenant que c'est une photo truquée, et j'imagine que j'ai un peu raté ça. J'ai pas tellement percuté sur la deuxième partie des propos que Xavier partageait avec moi. Quand cette photo est apparue dans les médias comme preuve de l'existence de Brigitte Macron, qu'il prétendait, est-ce que vous pouvez réafficher la photo s'il vous plaît? Il prétendait que Brigitte était donc la petite fille assise là sur les genoux, et d'ailleurs Brigitte qui ressemble pas du tout à ça. Et non pas à la personne qui est sur la gauche de la photo, qui, lui, en revanche, ressemble comme deux gouttes d'eau à Brigitte. Et je savais qu'ils avaient supprimé, vous voyez cette lampe là, juste derrière Jean-Michel Trogneux? Cette lampe, parfois, elle est là, parfois elle est absente, et il n'y a pas d'explication pourquoi. Dans la version du procès qu'ils me font, est-ce qu'il y a la lampe ou est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas la lampe dans la photo qu'ils me font dans le procès. Donc, dans une partie du procès, sur une photo, il y a la lampe, et sur l'autre photo, il n'y a pas la lampe. Bon, donc je savais très bien que, voilà, c'était du trucage. Mais j'ai pas bien saisi la plus grande partie de cette affaire qui est carrément un Teethgate. Hein. C'est pas le Watergate, c'est le Teeth en référence aux dents Gate, le Teethgate. Xavier Poussard, qui a passé des années à faire des recherches sur ce sujet, a réussi à mettre ses mains sur des photos de classe de Jean-Michel Trogneux, qui est donc le petit garçon sur la gauche de la photo, celui qu'il ne voulait pas qu'on voit. Et selon moi, la raison pour laquelle ils ont supprimé la lampe de la photo, c'est parce qu'ils ne voulaient pas que notre œil soit attiré de ce côté-là de la photo. Ils ne voulaient pas attirer l'attention sur Jean-Michel Trogneux. C'est là où vos yeux vont directement en regardant la photo, vous dites, mais attendez, ça on dirait vraiment Brigitte, le petit garçon, pas la petite fille sur les genoux, le petit garçon. Allez, on retire la lampe. Et Jean-Michel Trogneux, si vous regardez la photo, sur cette photo, il a des dents parfaites. La raison pour laquelle ils lui ont donné, en fait, ils voulaient faire croire qu'il avait des dents parfaites. Quand on a les photos de sa scolarité, les 3 années que Xavier a pu récupérer, qui couvrent donc les années de 1952, 1953 et 1954, il s'avère que Jean-Michel Trogneux n'a pas des dents parfaites. Et donc ça prouve que ses dents ont été retouchées également sur la photo. Voici des photos de classe. Jean-Michel Trogneux est sur le devant. Voici une autre photo de classe. À nouveau Jean-Michel Trogneux sur le devant. Et sur l'extrême droite de la photo. Et sur cette photo, il n'a pas la bouche ouverte. Et puis dans cette photo, je suis désolée, on aurait peut-être dû faire des cercles rouges sur la photo pour mieux les repérer. Il est donc sur le rang de devant à gauche, le petit garçon qui est assis. Quand on s'approche, vous pouvez voir, ainsi que sur toutes les photos en fait de son enfance, on peut voir que Jean-Michel Trogneux a perdu ses petites dents de devant. C'est pas qu'il les a perdues, elles sont là, mais elles sont un petit peu tordues, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est comme s'il y avait une partie de sa dent qui était cassée. Je crois qu'on a une 4e photo, n'est-ce pas? On a une 4e photo? Oui, voilà la photo. Et donc, Xavier Poussard s'est rapproché de très près et il a déterminé qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans la bouche du petit garçon et que manifestement cette photo de famille avait clairement été retouchée pour lui donner des dents parfaites. Regardez ça, c'est incroyable. C'est extrait de la série, du livre Becoming Bridget. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce que quand Brigitte est arrivée à l'école de la Providence, elle avait exactement la même dentition, la même implantation que Jean-Michel Trogneux. Et par la suite, on sait que Brigitte Macron s'est fait refaire les dents. Maintenant, quand vous regardez, effectivement, elle a une dentition parfaite, très droite. Quand on regarde les photos d'elle qui enseignait à la Providence, sur les photos, on voit qu'elle a les 2 dents de devant qui sont comme cassées, comme manquantes, comme le petit Jean-Michel Trogneux. J'arrive pas à croire comment j'ai pu rater ça lors de la saison 1. Parce que vraiment, ça montre à quel point il y a encore plus une ressemblance entre elle et le petit Jean-Michel Trogneux. Et c'est incroyable parce que ça démontre depuis combien d'années ils travaillent sur cette affaire, depuis combien d'années ils savent qu'ils doivent absolument revenir en arrière et couvrir toutes les traces. Voilà, oui, voilà la photo. Donc vous voyez sur la photo de gauche, c'est le petit Jean-Michel avec un zoom. Hein. À côté, vous avez la photo de Brigitte Macron lorsqu'elle était à l'école de la Providence. Et donc quand Brigitte est devenue, vous savez, il y a eu un article, hein, on voit là, c'est un extrait, l'article qui racontait comment elle s'était fait refaire les dents. Et la raison simple hein, pour laquelle elle s'est fait refaire les dents, c'est parce qu'elle ne veut pas ressembler à lui-même étant Jean-Michel. Bref, c'est incroyable ce Teethgate, quoi, le Dentgate. Voilà les amis, nous sommes parvenus au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été pertinente et intéressante pour vous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.